Cet homme que vous voyez à l'écran actuellement est probablement l'incarnation du diable en personne, la personnification du mal poussé à l'extrême. Alors on a déjà vu pas mal de cintrés sur cette chaîne YouTube, si je puis me permettre, mais ce monstre qui pourrait être votre boulanger ou votre voisin a poussé le vice à un niveau extrême jamais atteint. Au-delà du sujet un peu extrême de cette vidéo, c'est aussi un moyen de prévention. Non, parce qu'il faut toujours rester vigilant avec ses proches. Et oui, parce qu'il y a bien plus de cintrés qui rôdent dans la nature qu'on imagine. Parce que les plus intelligents se font rarement attraper et ce sont eux les plus dangereux. Et donc dans cette vidéo, vous allez découvrir le diable en personne. Bienvenue dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. Mars 1999 à Elephant Butte, nous sommes au Nouveau-Mexique. Les téléphones du 911 ont reçu une série d'appels signalant une femme qui tentait désespérément d'arrêter des voitures pour demander de l'aide. Et cette jeune femme de 22 ans s'appelle Cynthia Vigil Jaramillo. Elle finit par taper à la porte d'une maison en hurlant après de longues minutes à courir. Elle est complètement dévêtue, couverte de sang et porte un collier de chien autour du cou. Et elle supplie qu'on lui vienne en aide. Ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est qu'elle vient d'échapper à l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Et peut-être à l'un des plus tordus. Et que c'est elle qui, justement, le fera arrêter. Du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 90, David Parker Ray a fait disparaître une soixantaine de femmes et les a torturées dans une grande remorque fourgon insonorisée qu'il avait spécialement conçue pour assouvir ses délires complètement fous et commettre les atrocités que vous allez voir. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Cette sorte de remorque caravane ou mobil-home que vous voyez actuellement, il l'a appelée la Toy Box. Littéralement, le coffre à jouets. On n'a jamais retrouvé aucune des victimes supposées, c'est-à-dire qu'on a estimé à environ 60 femmes qui ont été supprimées, mais jamais aucun corps n'a été retrouvé. Et c'est d'ailleurs un cas unique au monde, avec autant de disparitions et jamais aucun corps retrouvé. C'est le seul qu'on a fait disparaître autant, sans qu'on ait une seule preuve. Kidnappeur, tortionnaire et tueur en série, sociopathe et j'en passe, voici le pédigré de l'homme qui est peut-être l'équivalent du diable. L'enfance d'un tueur en série. Bon, comme on le sait, l'enfance de ce genre de personnage est souvent très bizarre, avec souvent des chocs traumatisants. Il y a toujours cette grande question qui revient, est-ce qu'on est tueur en série, ou est-ce qu'on le devient? Très probablement un mix des deux, évidemment avec un facteur génétique et un facteur environnemental. Lui, David Parker Ray, est né à Belen, au Nouveau-Mexique, le 6 novembre 1939. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gars perd d'entrée au jeu de la loterie de la famille en or. Il va grandir dans un milieu qui est extrêmement pauvre, mais surtout très déséquilibré. Le père de David est un alcoolique très violent et sa mère, Nettie, souffre de gros problèmes mentaux. Il n'est d'ailleurs pas rare que David et sa petite sœur Peggy voient leur père battre leur mère, ou que même eux se fassent tabasser. Autant vous dire que c'était pas vraiment joyeux tous les jours et qu'un enfant qui grandit dans des conditions pareilles a de grandes chances de pas forcément être très équilibré par la suite, ce qui est arrivé à David. Alors attention, pas au point de devenir systématiquement un psychopathe comme il est devenu lui, mais pour David Parker, c'est bien ce qui est arrivé. En raison de leur niveau de précarité extrême, David et sa sœur partent très tôt vivre chez leur grand-père maternel, dans un petit ranch à la campagne. Ce qui n'empêche pas leur père de leur rendre régulièrement visite et de tabasser David au passage. Il lui fournit également des magazines pour adultes, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, basés justement sur des pratiques extrêmes. Donc c'est pas des magazines simplement de femme à poil, on va dire, c'est vraiment des magazines sur des pratiques spécifiques un peu extrêmes pour adultes, à un enfant très jeune. Déjà c'est pas bon. On est bien loin du petit ours brun qu'il devait lire normalement. Très bien, petit ours, c'est presque ça. Bon, déjà partant de là, quand le daron donne à son gamin à lire Blanche-Fesse et les 7 mains au lieu de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est qu'il y a un problème. Mais bref, on n'en sait pas vraiment plus sur son enfance, à part qu'il a subi beaucoup de maltraitance. Mais on sait que David a également été victime d'abus de la part d'un parent éloigné. Ce qui est évidemment abominable et va détruire encore plus son psyché. Côté personnalité, David est un garçon extrêmement renfermé, qui se fait facilement marcher sur les pieds. Il est socialement mal à l'aise et est intimidé par les autres enfants, notamment beaucoup par les filles. Il y a une grosse frustration par rapport à ça. Bon, les bases sont posées, vous devinez maintenant qu'avec une enfance pareille, on peut pas avoir quelqu'un de très équilibré. La naissance d'un monstre. C'est à l'adolescence, lorsque les hormones se développent, que David devient littéralement obsédé par des fantasmes dérangeants. Tout explose dans sa tête. Il pense de plus en plus à abuser des femmes. Il pense également à la torture et à supprimer celle-ci. Mais lui, il est vraiment axé que sur les femmes. Il a vraiment un problème. À cette époque, Peggy, sa sœur, tombe sur des dessins de David où il dessine des scènes très explicites pour adultes qui sont plutôt violentes. Donc quand même un peu bizarre de trouver des dessins d'un gamin sur des sujets aussi hard. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous avez tous l'image du psychologue qui demande à l'enfant de dessiner pour voir un peu son état mental. Bah lui, David, dessinait des trucs dégueulasses pour adultes. Sur cette même période, David plonge rapidement dans l'alcool et la drogue, surmonter ses timidités sociales et son mal-être. Sa psychologie déviante ne l'empêche pas pour autant d'avoir une
scolarité classique finalement. Il obtiendra même son diplôme de fin d'études. Il était d'ailleurs relativement intelligent, comme le sont souvent les tueurs en série et précisément les psychopathes de haut niveau. Le terrain de jeu de l'horreur. Mais revenons en mars 99 à Elephant Butte, au Nouveau-Mexique. Cynthia Vigil Jaramillos, donc la femme du début dont je vous ai parlé, vient de trouver refuge auprès d'un habitant. Et là, la police, évidemment, elle est immédiatement contactée. Parce que vous imaginez une femme à poil avec un collet de chien qui crie au secours dans la rue, voilà, on appelle la police, ce qui est normal. Elle explique dans les moindres détails ce qui lui est arrivé. Le 19 mars 99, Cynthia, qui travaillait dans la rue et vendait son corps, se rendait à un rendez-vous avec un client pour une prestation. Lorsqu'elle est arrivée au point de rendez-vous sur un parking d'Albuquerque, David est venu l'approcher. C'était lui le client, David le psychopathe. S'est rapidement fait passer pour un policier infiltré. Il lui a dit qu'elle était en état d'arrestation et qu'elle devait le suivre au poste de police. Cynthia dira ceci. Il m'a dit que j'étais en état d'arrestation et m'a mis des menottes au poignet, mais j'ai senti tout de suite que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, quand il lui met les menottes, il la place à l'arrière de sa voiture et il se dirige vers sa Toy Box, comme il appelle, la salle de torture. Une fois arrivé à la Toy Box, David va placer un collier de chien autour du cou de Cynthia, évidemment fermé avec un cadenas, et l'a ensuite enchaîné à une table gynécologique. Donc le gars dans son camion avait une table gynécologique. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est pour avoir les jambes écartées. Cynthia va recevoir un coup de taser, David lui administre des produits pour l'assommer et lui bande les yeux. Et durant les 3 jours suivants, il va abuser et torturer dans sa Toy Box, comme il l'appelle. Cynthia dit également à la police que David ne l'a pas torturé et séquestré seul. Cindy Andy, la petite copine de David, a aussi participé à l'ensemble des sévices. Je sais pas si vous imaginez le délire, mais c'est-à-dire que la nana de David, donc du psychopathe, participait au délire. C'est un peu comme Monique Olivier et Michel Fourniret finalement, mais version... Enfin, on peut pas quantifier. C'est un peu le même délire, tout simplement. Moi, je trouve ça fou qu'il y ait quand même des couples qui arrivent à un point comme ça. Mais comment on peut arriver là, quoi? Ils ont utilisé des fouets, des instruments médicaux, des chocs électriques, ainsi que des instruments tout aussi flippants les uns que les autres pour lui infliger un maximum de douleur. Lorsque Cynthia a été placée dans la Toy Box et enchaînée à la table, David a lancé une cassette audio d'instruction, comme il l'appelle. Cette cassette audio présentait en détail ce qu'elle allait traverser. C'est un petit peu à la façon Saw. Nous allons jouer à un jeu. Donc en fait, il lançait vraiment une cassette qui expliquait ce qu'il allait faire. Vous imaginez le stress. C'était en gros son rituel. Il faisait ça pour chaque victime pour la mettre dans un état de stress maximum. Car en fait, il adorait ça. Plus la personne avait peur, plus il aimait. Avec cette précision, vous pouvez constater le degré de perversion du monstre. Et justement, la bande audio commençait comme ça. D'accord, espèce de... Nous savons tous les deux pourquoi vous avez été amené ici. Je vais vous utiliser comme une esclave. Et ça va être douloureux comme l'enfer. C'est comme ça que je veux que ce soit. Donc voilà, la cassette disait ça. Déjà, l'entrée en matière, t'arrives, le mec il lance une cassette qui t'explique que tu vas crever quoi. Puis, il a jugé bon de lui réexpliquer de vive voix toutes les atrocités qu'il allait lui faire subir. Il lui a également ordonné de l'appeler maître et d'appeler sa petite copine qui l'assistait dans l'horreur maîtresse. Cynthia, à ce moment-là, elle va comprendre que ces tortionnaires, ils sont très organisés et qu'elle n'est clairement pas la première à avoir subi ça. Le rituel, il est trop bien préparé, trop bien répété pour que ce soit la première fois qu'ils le fassent. Surtout, ils avaient un aplomb absolument incroyable. Donc elle le sait, elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Elle dira même ceci, la façon dont il parlait, je n'avais pas l'impression que c'était sa première fois. C'était comme s'il savait ce qu'il faisait. Il m'a dit que je ne reverrais plus jamais ma famille. Il m'a dit qu'il me supprimerait comme les autres. Bon, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat, elle sait qu'il y en a d'autres. Au bout des 3 jours d'agonie, David part au travail, comme à son habitude, et laisse Cynthia sous l'œil vigilant de sa femme. Sauf que Cindy n'est pas aussi méticuleuse que David, et elle laisse traîner les clés du cadenas de Cynthia sur une table juste à côté. Là, Cynthia, elle va tout de suite repérer les clés qui ont été oubliées. Lorsque Cindy quitte la pièce, Cynthia utilise ses pieds pour rapprocher la table et réussit à les faire tomber. Elle a à peine le temps de libérer ses mains qu'elle se fait frapper la tête avec une lampe par la femme de David. Là, Cynthia sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle va attraper un pic à glace et va planter ce pic à glace dans la femme de David et elle réussit à s'échapper. Elle sort nue de la Toy Box, toujours enchaînée et avec un collier au cou. Mais elle est au milieu de nulle part. David avait bien choisi son lieu de vie et de sévices car il n'y a rien autour à des kilomètres à la ronde. C'est un immense parc naturel avec un lac. Mais elle finit par trouver refuge auprès d'un mobil-home un peu plus long. Et attendez, parce que ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est que les voisins directs de David, ils étaient au courant de ces petites activités. Et pire encore, si Cynthia était allée demander de l'aide chez eux, elle serait devenue leur jouet de torture, comme le précisera David plus tard. C'est-à-dire que les voisins, ils étaient également cintrés. Autant vous dire que le syndic du lotissement, il fait pas rêver. Quand tous les voisins d'un quartier sont de mèche dans le kidnapping et la torture, c'est les bas-fonds de l'humanité. La caravane de torture à plus de 100 000 $.
Il n'a pas fallu très longtemps avant que David et Cindy soient appréhendés par la police. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ni la police, ni le FBI ne sera déçus du voyage. Ils n'ont tout simplement jamais vu une telle chose de leur carrière. Lorsque les forces de l'ordre ouvrent la porte de la Toy Box, évidemment, la stupéfaction elle est générale. Ils n'en croient absolument pas leurs yeux. De l'extérieur, la remorque ne paye pas de mine. C'est une sorte de mobil-home ou caravane plutôt modeste. Mais à l'intérieur, c'est un autre délire. On accède à une véritable chambre de torture qui vaut plus de 100 000 $, insonorisée à 100%. L'endroit que David avait baptisé l'antre du diable contient des tonnes d'outils qu'il appelait ses petits amis. Des fouets, des chaînes, des sangles, des pinces, des écarteurs, des barres, des lames chirurgicales, des seringues, des scies, un cercueil doublé de fourrure, un pilori, un générateur pour électrocuter, des jouets pour adultes et j'en passe. On ne mentionnera pas le miroir géant fixé au plafond pour que les victimes assistent en direct à leurs propres sévices. Le mec avait vraiment tout pensé pour que le stress soit vraiment au maximum pour les gens qui ramènent dedans. En plus des instruments et des jouets, la Toy Box contient une multitude de serrures et de poulies pour empêcher les victimes de s'échapper. Sur les murs, on trouve aussi des modes d'emploi à suivre pour différentes tortures, ou encore des graphiques de refroidissement. Pourquoi des graphiques de refroidissement, vous me demanderez? Eh bien, visiblement, il s'amusait à refroidir ses victimes au maximum, mais sans les tuer, c'est-à-dire qu'il s'amusait vraiment à les mettre le plus froid possible. Je sais pas pourquoi exactement il faisait ça, mais il refroidissait les gens. Évidemment, des photos, des bandes vidéo et une flopée de preuves concernant plusieurs victimes sont retrouvées. Frank Fisher du FBI, qui était sur place à ce moment-là, dira: il y avait des cassettes audio qu'il jouait aux victimes, leur détaillant ce qu'il allait leur faire. Il y avait des bandes vidéo qu'il a prises des victimes également. Il y avait notamment la cassette vidéo de l'agression de Kelly Garrett, une autre survivante dont David avait tranché la gorge après 2 jours de torture, avant de la jeter sur un bord de route. Mais Kelly Garrett a miraculeusement survécu. Mais ni son mari, ni la police n'ont cru à son histoire à l'époque. Son mari la quittera même après ça, car il était persuadé qu'elle mentait, et qu'en fait elle avait disparu depuis 2 jours car elle était avec un amant, qui l'avait finalement blessée à la gorge. Mais pas du tout, tout ce qu'elle racontait était bien vrai, elle avait été torturée par David. Non, imaginez l'horreur dans l'horreur. Tu te fais kidnapper 2 jours avec des choses abominables qu'on te fait, ensuite on te coupe la gorge puis on te jette comme une crotte sur la route, et ensuite ton copain ne te croit pas, et pense que tu lui fais cocu et il te largue. Franchement, même un scénario de film, il pourrait pas inventer un truc pareil. Mais bref, le FBI a également déclaré qu'un élément clé des preuves récupérées était le journal de David. Il tenait une sorte de registre dans lequel il conservait les détails des victimes, qu'il avait enlevés et ce qu'il leur avait fait. Au total, les enquêteurs ont collecté plus de 1000 éléments de preuves, selon le New York Times. Plus de 40 ans de supplice. Mais la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est où sont les corps? Il a œuvré, si je puis dire, durant 40 ans, on n'a pas retrouvé un seul corps. Où sont-ils? Je vous le demande. Mais surtout, comment lui et sa petite amie ont-ils fait pour ne jamais se faire pincer sur une période aussi longue? Pour comprendre comment un couple a commis des crimes aussi odieux sur une période aussi longue, il est important de jeter un œil à leurs antécédents. David résidait dans la petite ville du désert Trust or Consequence, connue sous le nom de TRC, lorsqu'il a rencontré Cindy Handy, de 20 ans sa cadette. Il était mécanicien et garde forestier pour le parc national d'Elephant Butte, à proximité. David avait été marié et divorcé 4 fois et avait une fille de 31 ans, Glenda Jessie Ray, issue de son 3e mariage, avec qui il avait une relation plutôt étroite. Quant à Cindy, elle a affirmé avoir été maltraitée lorsqu'elle était enfant, mais que sa famille ne l'avait jamais cru lorsqu'elle a osé en parler à l'âge de 11 ans. Cindy, donc la femme de David le psychopathe, finit par cracher le morceau à la police et dit tout ce qu'elle savait. Glenda, donc la fille de David le psychopathe, et Dennis, un ami de David, les ont aidés à se débarrasser des corps. Dennis a admis avoir tué Mary Parker en 97 après des jours de torture par David. Il dira que David le menaçait d'une arme à feu s'il ne la tuait pas. La fille de David le psychopathe et Dennis, l'ami de David, ont affirmé l'avoir accompagné sur plusieurs sites pour se débarrasser de multiples corps. Avant de devenir la complice de son père, Glenda a essayé d'avertir le FBI de ses agissements en 86, en indiquant aux policiers qu'il kidnappait, torturait des femmes et les vendait à des acheteurs mexicains. Mais les allégations étaient si peu spécifiques que le FBI n'a pas pu agir à l'époque. Donc là, faut imaginer qu'en fait, il y a des dizaines, peut-être même des centaines de femmes qui ont été vendues à des Mexicains par ce David, qu'on n'a absolument jamais retrouvé, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc le mec avait littéralement créé un business de trafic d'humains, mais littéralement quoi. Il kidnappait des femmes et les vendait. Quand je vous dis que c'est un monstre, il est très haut dans le niveau. Avant son arrestation, le service de police d'Albuquerque soupçonnait David et sa fille d'être impliqués dans la disparition de Jill Troya, qui n'était autre que la petite amie de Glenda en 95. Donc ils sont même jusqu'à aller supprimer la copine de sa fille. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Non, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça,
C'est un mystère. David piégeait la majeure partie des femmes au Blue Water Saloon, qui est un bar plutôt réputé. L'une des rares victimes retrouvées vivantes, Kelly Garrett, a indiqué que Glenda, donc la fille de David, l'a droguée alors qu'elle buvait au saloon, et que ce fut le début de son supplice. Le sadisme de David était tel qu'il utilisait volontairement des substances comme le pentotal et des phénobarbitales afin que ses victimes ne puissent pas se souvenir correctement de ce qui leur arrivait, si évidemment elles survivaient à leur torture. 224 ans de prison. Au total, David serait responsable entre 50 et 100 meurtres. En revanche, il n'y a pas assez de preuves pour le prouver. Les endroits que son complice Dennis a identifiés comme contenant des restes de victimes n'ont finalement rien donné. David n'aura jamais été accusé ni jugé pour ces meurtres, ce qui n'a pas empêché les tribunaux de l'inculper suite aux 3 procès des 3 survivants, Cynthia Jaramillo, Angelica Montano et Kelly Garrett. Il sera condamné à 224 ans de prison en 2001 et décédera d'une crise cardiaque en 2002. Autant vous dire que c'est pas une grande perte pour l'humanité. Quant à sa fille Glenda et son ex-compagne Cindy, elles sont de nouveau libres après 9 ans et 36 ans de prison. Dennis Roy Jancy, quant à lui, a écopé de 30 ans de prison. En fait, on était réellement sur un écosystème familial de l'horreur, avec une sorte de hiérarchie dans l'horreur et un rôle attribué à chacun. On peut vraiment parler de petite industrie morbide. Bon, évidemment, des cas comme celui-ci restent rarissimes et heureusement, mais évidemment, ça n'empêche pas de faire attention à vos proches, car comme on le dit jamais assez, le diable tapis dans l'ombre attend le moment opportun. Bonne journée. Au revoir.